de Marie de France, lait des deux amants. Jadis, dans la Normandie, il arriva une aventure bien connue de deux jeunes gens qui s'aimaient d'amour tendre et qui moururent des suites de leur passion. Les Bretons en ont fait un lait nommé le lait des deux amants. Dans la Neustrie que nous appelons aujourd'hui la Normandie est une grande et haute montagne où sont déposés les restes de ces tendres victimes. Près cette montagne, le roi des Pistrériens fit élever la capitale de ses États et lui donna le nom de Pistre. Cette ville existe encore de nos jours, on y remarque le château, des maisons particulières et la contrée est nommée la vallée de Pistre. Le roi avait une très belle fille, dont l'heureux caractère et les qualités aimables l'avaient consolé de la perte d'une épouse chérie. Sa fille croissait en âge comme en beauté. Les gens de sa maison et ses sujets murmuraient de ce qu'il ne songeait pas à la marier. Le roi fut instruit des plaintes de son peuple, et malgré le chagrin qu'il ressentait de se séparer d'une personne aussi chère, pour ne mécontenter aucun des nombreux prétendants à la main de sa fille, il fit proclamer dans ses États que celui qui, sans se reposer, porterait la princesse sur le sommet de la montagne, deviendrait son gendre. Dès que cette nouvelle fut répandue, il se rendit de tous côtés une foule de jeunes gens qui essayèrent en vain de remplir la condition imposée, mais inutilement. Les uns allaient au quart du chemin, les autres à la moitié. Enfin, rebutés de l'inutilité de la tentative, ils retournèrent tous chez eux, en sorte que la difficulté de l'entreprise fut cause que personne ne demanda la belle demoiselle. Dans le pays était un jeune homme, fils d'un comte, beau, bien fait et vaillant. Il résolut de tenter l'aventure et d'obtenir la main de la fille du prince. Ses biens étant situés dans le voisinage de la vallée de Pistre, il venait souvent à la cour du roi, y séjournait même. Ayant vu la jeune personne, il ne tarda pas à l'aimer et à devenir éperdument amoureux. Il pria souvent cette belle de vouloir bien répondre à ses sentiments. L'amitié que portait le roi au jeune comte, sa valeur, sa courtoisie, décidèrent la demoiselle en sa faveur. Tous deux renfermaient avec soin leur amour et le dérobaient à tous les yeux. Leur souffrance s'accroissait chaque jour lorsque le comte, envisageant l'excès de ses maux, ne voulant rien hâter pour ne pas se perdre, vint trouver sa belle et lui dit « Si vous m'aimez, tendre amie, suivez mes pas. Allons dans une autre contrée. Si je vous demande à votre père, connaissant l'amitié qu'il a pour vous, j'obtiendrai un refus, ou bien il exigera que je vous porte au sommet du mont. Cher amant, je n'ignore pas que vous n'aurez jamais assez de force pour me porter à l'endroit désigné. Mais si je vous accompagne dans votre fuite, pensez, je vous prie, au chagrin et au désespoir de mon père, qui en mourrait de chagrin. Certes, je l'aime trop pour vouloir empoisonner ses dernières années. Cherchez un autre moyen, celui-ci ne peut me convenir. Écoutez, j'ai une parente fort riche à Salerne. Pendant plus de 30 ans qu'elle a demeuré dans cette ville, elle a étudié et pratiqué la médecine, science dans laquelle elle est fort habile. Elle connaît à fond les vertus et les propriétés des herbes et des racines. Vous vous rendrez près d'elle, avec mes lettres. Vous lui expliquerez le sujet de votre voyage. Ma tante vous fournira des conseils et des remèdes. Elle vous donnera des potions et des liqueurs qui, en réconfortant, doubleront vos forces et votre courage. Sitôt que vous serez de retour, vous me demanderez à mon père. Je sais qu'il ne manquera pas de vous répéter les conditions qu'il a mises pour m'obtenir, et qui sont de me porter sur le haut de la montagne, sans se reposer. Le comte, enchanté du conseil, remercie sa belle et prend congé d'elle pour le mettre à exécution. Il retourne dans ses États, fait ses préparatifs et part. Il emmène avec lui une grande suite composée de plusieurs de ses amis, puis les chevaux de luxe et des bagages. Aussitôt son arrivée à Salerne, il se rend chez la tante de son ami et lui remet les lettres de sa nièce. Après les avoir lues et s'être enquise de l'objet de son voyage, la vieille fait prendre au jeune homme des remèdes réconfortants. Et avant son départ, elle lui remet une liqueur qui dissipe la fatigue à l'instant qu'on l'a prise et qui rafraîchit le corps, les veines, les os. Dès qu'il a reçu ce précieux breuvage,
le comte tout joyeux se remet en route, arrive chez lui et ne tarde pas à se rendre auprès du roi pour lui faire la demande de sa fille et lui offrir de la porter à l'endroit convenu. Le roi le reçut fort bien, mais il pensa que le comte faisait une folie, qu'il était beaucoup trop jeune, qu'il échouerait sans doute dans une entreprise où tant de forts et vaillants hommes n'avaient pas réussi. Le jour est pris où notre amoureux doit tenter l'aventure. Chacune des deux parties invite ses amis et ses hommes à venir en voir l'issue. La curiosité en avait amené de tous les côtés. La jeune personne s'était soumise à un jeûne sévère pour alléger son amant. Enfin, au jour convenu, le comte arrive le premier au rendez-vous et ne manqua pas d'apporter avec lui la précieuse liqueur. La foule était rassemblée dans la prairie devant la scène, le roi vient, suivi de sa fille, qui n'avait qu'une seule chemise pour vêtement. Le comte la prend aussitôt entre ses bras et lui remet le vase qui contenait la liqueur dont il croit pouvoir se passer. Il avait d'autant plus de tort qu'il monta avec rapidité la moitié de la montagne. La joie qu'il ressentait lui avait fait oublier le remède dont il devait faire usage. La demoiselle, observant que son amant faiblissait et ralentissait le pas, lui dit « Mon ami, vous êtes là, buvez, je vous prie, le breuvage vous rendra tout votre courage. »« Non, ma belle, je me sens encore plein de vigueur, et pour toute chose au monde, je ne m'arrêterai pas. En buvant, je serais forcé de ralentir ma marche. Tout ce peuple se mettrait à crier, à m'étourdir de ses huées. Ces cris me troubleraient, et je ne pourrais peut-être pas continuer ma route. » En arrivant aux 2/3 de la course, le comte faiblissait encore davantage. La jeune fille le prie à plusieurs reprises d'avaler la liqueur. Il ne veut rien en faire. Il s'anime en voyant le but de la carrière, mais il y touchait lorsqu'il tomba épuisé de fatigue. La demoiselle, pensant que son amant se trouvait mal, se mit à genoux pour lui faire prendre la liqueur qui devait lui rendre les forces. Il était trop tard. Le malheureux avait rendu le dernier soupir. Elle pousse un cri, répand des larmes et jette loin d'elle la bouteille qui contenait le remède. Depuis ce temps, les herbes qui en ont été arrosées sont devenues célèbres par les guérisons qu'elles ont faites. La princesse, au désespoir, se jette sur le corps de son ami, elle le serre dans ses bras, lui baise les yeux et la bouche. Enfin, la douleur la fait tomber à côté de son amant. Ainsi mourut une jeune demoiselle qui tout à la fois était vertueuse, belle et bonne. Le roi et toute l'assemblée, ne voyant point reparaître les deux amants, prennent le parti de gravir la montagne. Témoin de cet horrible spectacle, le roi perd l'usage de ses sens et ne les recouvre que pour plaindre son malheureux sort, exhaler son chagrin, qui fut partagé par tout le peuple. 3 jours après l'événement, on fit construire un cercueil de marbre où furent enfermés les corps des jeunes gens. D'après les conseils de plusieurs personnes, ils furent déposés sur le haut de la montagne. Le peuple ne se sépara qu'après cette triste cérémonie. Depuis cette malheureuse aventure, le lieu où elle se passa fut nommé le mont des 2 amants. Ainsi que j'en ai prévenu, les Bretons ont fait un lait de cette histoire. Ici se termine Le lait des 2 amants de Marie de France, enregistré par Christiane Johanne sous licence CC BY NC ND.